22 juin 1941, quartier général du Führer, Rastenburg, Prusse orientale. Le vent froid de la forêt s'infiltrait par les fissures des baraquements camouflés, portant avec lui l'odeur humide de la terre et des pins. À l'intérieur, l'air était étouffant, chargé de fumée de cigares et de la tension palpable qui précède les orages. Adolf Hitler, assis à une longue table de bois massif, couverte de cartes jaunies et de rapports empilés, fixait d'un œil fiévreux les lignes frontalières qui serpentaient vers l'est. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le bord de la carte, tandis que le bourdonnement distant d'un générateur électrique ponctuait le silence. Autour de lui, un cercle d'officiers supérieurs, le maréchal Wilhelm Keitel, pâle et rigide dans son uniforme impeccable, le général Alfred Jodl, les lunettes perchées sur son nez aquilin, et Heinrich Himmler, ombre menaçante avec son regard perçant, attendaient, le souffle suspendu. Dehors, les sentinelles de la Wehrmacht patrouillaient sous la lune pâle, leurs bottes claquant sur le gravier. Un loup hurla au loin, un écho sinistre qui semblait répondre aux murmures étouffés dans la pièce. Hitler se leva soudain, sa silhouette trapue, projetant une ombre démesurée sur le mur tapissé de drapeaux nazis. « L'Union soviétique est un colosse aux pieds d'argile », déclara-t-il d'une voix rauque, imprégnée de cette conviction messianique qui avait déjà conquis l'Europe. « Staline est faible, son armée est corrompue par les purges. Nous frapperons comme la foudre, et en quelques semaines, Moscou sera à nous. » Keitel hocha la tête avec enthousiasme, mais Jodl échangea un regard furtif avec un aide de camp. Les rapports d'espions de l'Abwehr, ces ombres discrètes opérant derrière les lignes, parlaient d'une armée rouge immense, de divisions blindées cachées dans les steppes, de généraux comme Zhukov qui attendaient leur heure. La décision avait germé des mois plus tôt, dans les couloirs feutrés du Reichstag, où Hitler avait balayé les avertissements de ses généraux. L'opération Barbarossa, nom de code pour l'invasion massive de l'URSS, mobilisait 3 millions d'hommes et plus de 3000 chars Panzer, les redoutables Mark III et IV avec leurs canons de 75 mm, et des escadrons de la Luftwaffe prêts à semer la terreur depuis le ciel. Des trains interminables transportaient munitions, carburant et rations à travers la Pologne occupée, leurs sifflets stridents déchirant la nuit, mais sous cette machine de guerre impeccable se cachait une faille. L'obsession d'Hitler pour une victoire rapide, inspirée des triomphes en France l'année précédente. Il refusait d'écouter les voix qui plaidaient pour une préparation hivernale, pour des lignes de ravitaillement solides face aux vastes plaines russes. Pas d'hiver, avait-il tranché lors d'une réunion en décembre 1940, nous aurons fini avant que la neige ne tombe. Imaginez-vous là, au cœur de cette salle obscure, sentant la sueur perler sur votre front alors que le Führer déroule la carte. Ses ongles sales tracent les axes d'attaque. L'armée de groupe nord vers Leningrad, celle du centre vers Smolensk et Moscou, celle du sud vers Kiev et le Caucase. Blitzkrieg, murmure-t-il, le mot résonnant comme une promesse. Les officiers hochent la tête. Mais dans les rangs inférieurs, des capitaines comme Erich von Manstein, ce tacticien brillant aux yeux perçants, rongeaient leurs freins. Manstein, depuis son poste à l'état-major, avait rédigé des mémos soulignant les dangers, les routes boueuses de la Rasputitsa, les distances infernales qui étireraient les lignes de ravitaillement jusqu'à la rupture. Mais Hitler, ivre de son propre génie, les avait relégués au panier. « Je suis le plus grand stratège de tous les temps », avait-il lancé à Rudolf Hess, son ancien confident, avant que ce dernier ne s'envole stupidement vers l'Angleterre en mai. À l'aube du 22 juin, les ordres fusèrent. Des divisions d'infanterie, serrées dans leurs uniformes Feldgrau, montèrent dans des camions Opel Blitz bringue-ballants, leurs fusils Mauser Kar 98K à l'épaule. Les panzers roulaient en colonnes interminables, leurs chenilles crissant sur les ponts de la frontière lituanienne. Dans les cockpits des Messerschmitt Bf 109, les pilotes de la Luftwaffe, des as comme Werner Mulder, avec ses 20 victoires à son actif, vérifiaient leurs instruments, le vrombissement des moteurs Daimler-Benz 601 vibrant dans leurs os.
L'attaque surprise devait frapper à 3 heures du matin, synchronisée avec précision par les horloges de l'OKW. Mais déjà, des signes avant-coureurs filtraient, des déserteurs russes capturés parlaient d'alertes dans les villages, de trains blindés en mouvement. L'intelligence britannique, via ses décrypteurs d'ultra à Bletchley Park, avait intercepté des signaux allemands, mais Staline, paranoïaque, les avait ignorés, purgeant encore ses officiers. Au front, le sergent Hans Müller, un Bavarois trapu de la 7e division Panzer, serrait son casque Stahlhelm contre sa poitrine. Assis dans la tourelle d'un Panzer IV, il écoutait la radio crachoter des ordres. « Vorwärts, avancez vers Minsk !» Le cœur battant, il pensait à sa ferme près de Munich, à sa femme qui tricotait des chaussettes pour l'hiver. Autour de lui, les hommes chantaient des marches pour chasser la peur, mais leurs voix tremblaient, explosions distantes, les premiers tirs d'artillerie lourde, les obus de 105 mm des batteries Skoda, tonnant dans la nuit. Le sol tremblait, l'air puait la poudre et l'huile brûlée. Müller plissa les yeux vers l'horizon oriental, où une lueur rosée annonçait le jour. « Ce sera rapide », se dit-il, répétant les briefings. Mais au fond de lui, un doute s'insinuait, comme le froid qui rampait déjà sous les arbres. Tandis que les colonnes allemandes franchissaient la frontière à leur hache, Hitler, de retour dans son bunker, alluma une autre cigarette. La radio de campagne grésillait des premiers rapports. Positions ennemies submergées, perte minimale. Un sourire étira ses lèvres minces. Pourtant, dans les marais de Pripet, au sud, des éclaireurs de la 18e armée signalaient des mouvements suspects, des T-34 russes, ces monstres blindés au canon de 76 mm embusqués dans les roseaux. L'erreur fatale se profilait déjà, diviser les forces en 3 axes, négliger les flancs ou sous-estimer la résilience soviétique. Des milliers de soldats, des garçons comme Müller, marchaient vers un abîme qu'Hitler avait creusé de ses propres mains. Et alors que le soleil se levait sur les plaines dévastées, les premiers combats éclataient, un prélude sanglant à une hécatombe qui engloutirait 40 000 âmes du Reich dans les tourments à venir. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits immersifs comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Les premiers jours de l'opération Barbarossa filèrent comme un ouragan de fer et de feu. Sur les routes poussiéreuses de la Lituanie, les panzers de la 4e division blindée, menés par le général Erich Hoepner, fonçaient à travers les villages endormis, leurs canons KWK-37 pointés vers l'horizon. Le sergent Hans Müller, secoué dans sa tourelle, sentait la vibration des chenilles avaler les kilomètres, tandis que l'odeur âcre de l'essence et de la sueur emplissait l'habitacle exigu. Dehors, les explosions des obus de 80 mm des batteries anti-aériennes improvisées en artillerie anti-char déchiraient l'air, semant la panique parmi les unités soviétiques en déroute. Les T-26 légers de l'armée rouge, ces reliques des purges staliniennes, explosaient en boules de feu, leurs équipages fuyant vers les forêts sombres. À Minsk, 3 jours après l'assaut initial, le 26 juin 1941, la 3e armée blindée du général Heinz Guderian captura la ville après une bataille féroce. Les rues pavées étaient jonchées de carcasses de camions gaz russes, leurs phares brisés reflétant les flammes dansantes. Müller et ses camarades descendirent de leur Panzer IV, les jambes engourdies, pour fouiller les ruines. Un officier soviétique, un jeune lieutenant aux yeux hagards, leva les mains en signe de reddition, son fusil Mosin Nagant tombant dans la boue. « Caput !» murmura-t-il en allemand approximatif, tandis que les soldats de la Wehrmacht le traînaient vers un camion de prisonniers. Les rapports affluaient au quartier général. Plus de 300 000 prisonniers en une semaine, des milliers de canons de 76 mm capturés, et la Luftwaffe, avec ses Junkers Ju-87 Stuka hurlant, dominant les cieux. Hitler, exultant dans son train spécial, le Führerzug dictait des télégrammes triomphants à Berlin.
L'armée rouge s'effondre comme un château de cartes, proclama-t-il à Keitel, ignorant les premiers signes de résistance acharnée près de Bialystok, où des divisions comme la 10e armée soviétique, sous le général Pavlov, contre-attaquèrent avec des Katyusha, ces lance-roquettes multiples qui crachaient un feu infernal sur les colonnes allemandes. Imaginez-vous là, au milieu de ce chaos, le cœur cognant au rythme des tirs de mitrailleuses MG-34 qui ratissaient les positions ennemies. La poussière collait à la peau, mélangeant sueur et sang, tandis que les corbeaux planaient déjà au-dessus des champs de blé piétinés. Guderian, cet homme au visage buriné par des années de manœuvre, pressait ses officiers, pas d'arrêt, vers Smolensk. Ses chars, ces bêtes d'acier aux chenilles larges pour les terrains boueux, avalaient les distances à une vitesse folle, mais déjà, les lignes de ravitaillement s'étiraient comme des veines fragiles. Les camions Mercedes-Benz L3000, chargés de carburant pour les moteurs Maybach HL120, peinaient sur les routes défoncées, harcelés par des partisans lituaniens armés de cocktails Molotov. Un convoi de la 18e division d'infanterie fut pris en embuscade près de Vitebsk. Des explosions illuminèrent la nuit et des cris percèrent le silence. Des hommes carbonisés dans leurs véhicules, leurs uniformes felgro noircis. Au sud, l'armée de groupe sud, commandée par le maréchal Gerd von Rundstedt, avançait vers Kiev avec une prudence calculée. Les divisions roumaines alliées, mal équipées avec leurs vieux canons Schneider de 60 km, suivaient les panzers allemands, mais les marais du Pripet absorbaient les troupes comme un bourbier vivant. Des éclaireurs rapportaient des mouvements massifs. L'armée soviétique du Sud-Ouest, forte de plus d'1 million d'hommes sous le maréchal Semyon Timochenko, se repliait en bon ordre, minant les ponts et tendant des pièges. Hitler, obsédé par les ressources du Caucase, pétrole de Bakou, blé des steppes, ordonna une poussée vers le sud, divisant déjà ses forces. « Sécuriser Kiev avant tout », télégraphia-t-il à Rundstedt, balayant les appels du général Fedor von Bock à la tête de l'armée de groupe centre qui suppliait pour une ruée directe sur Moscou. Bock, depuis son PC près de Varsovie, et fixait ses cartes avec frustration. Ses unités avaient encerclé des centaines de milliers de soviétiques dans la poche de Bialystok-Minsk, mais les rescapés filtraient vers l'est, reformant des lignes défensives avec des renforts sibériens. Dans les tranchées improvisées près de Smolensk, le 10 juillet 1941, Müller et sa section affrontèrent leur premier vrai baptême du feu. Une contre-attaque soviétique, menée par des KV-1 massifs, ces colosses blindés de 45 tonnes, au canon ZIS-5 de 76 mm, surgit de la brume matinale. Les obus allemands ricochaient sur leur blindage incliné, forçant les servants des Paka-36, ces canons antichars légers, surnommés porte-clés pour leur inefficacité, à reculer en jurant. « Feu à volonté !» hurla le lieutenant de Müller, un Prussien aux moustaches raides, tandis que les MG-42, non, attendez, en 41 c'était encore les MG-34, arrosaient les fantassins russes en uniforme kaki. Le sol se dérobait sous les explosions, projetant de la terre et des éclats dans l'air saturé de fumée. Müller visa, pressa la détente de son Kar 98K. Un soldat ennemi s'effondra, mais d'autres avançaient, baïonnettes au canon. Leurs cris de « Hurrah !» se mêlant au fracas. La bataille fit rage pendant des heures, coûtant à la 7e Panzer une vingtaine d'hommes, des pertes légères, mais un avant-goût amer. Blessé à l'épaule par un éclat, Müller fut évacué vers un poste de secours où l'odeur de l'éther et des pansements tachés dominait. Tandis que l'été indien enveloppait les plaines, les avancées allemandes semblaient irrésistibles. Smolensk tombait le 16 juillet, après des combats acharnés où les Sturmpionieren, ces ingénieurs d'assaut avec leurs lance-flammes Flammenwerfer 35, délogeaient les défenseurs maison par maison. Hitler, dans une conférence à l'OKH le 18 juillet, ajusta ses plans. « Pas de précipitation sur Moscou », déclara-t-il, ses yeux fiévreux balayant l'assemblée. Au lieu de cela, il ordonna à Guderian de pivoter vers le sud pour envelopper Kiev et capturer les riches régions agricoles ukrainiennes. Bock protesta en vain.
L'armée de groupe centre fut scindée, ses blindés détournés de l'axe principal. Cette décision, née de l'appât du gain rapide, des millions de tonnes de grains, des usines d'armement, ignora les avertissements. Les pluies d'automne approchaient et Staline, mobilisant ses réserves, préparait une défense en profondeur. Zhukov, promu chef d'état-major, coordonnait depuis Moscou, ses doigts traçant des lignes sur des cartes secrètes, tandis que des convois de trains transsibériens déversaient des divisions fraîches équipées de T-34 améliorées. Au front, les soldats comme Müller, pansement au bras, remontaient en ligne, le moral entamé par les rumeurs de retard. Les villages conquis étaient des coquilles vides. Paysans ukrainiens, d'abord accueillis comme libérateurs, se tournaient vers la guérilla, sabotant les rails avec des explosifs artisanaux. Un officier de la 17e armée, capturé près de Lviv, fut interrogé par la Gestapo. Ses aveux révélèrent des plans soviétiques pour une contre-offensive, mais Hitler les balaya comme de la propagande. La machine du Reich avançait toujours, mais les fissures s'élargissaient, carburant rare, pièces de rechange manquantes pour les BMW R75, des motocyclistes éclaireurs, et un ennemi qui, loin de s'effondrer, se durcissait comme l'acier des séchards. Et tandis que les colonnes sud se massaient pour l'encerclement de Kiev, un murmure sinistre parcourait les rangs. L'hiver russe, ce géant endormi, se réveillait déjà dans les vents froids de l'Est, prêt à réclamer son tribut de chair et d'acier. Au cœur de l'été 1941, les plaines ukrainiennes s'étendaient comme un tapis ondulant de blé mûr, mais sous la surface, la terre bouillonnait d'une fureur contenue. Près de Kiev, le 26 août, les colonnes de l'armée de groupe sud, renforcées par les panzers de Guderian détournés du centre, se déployaient en un arc immense. Le maréchal Gerd von Rundstedt, depuis son quartier général improvisé dans un manoir en ruine à Ouman, scrutait ses cartes à la lueur d'une lampe à huile, son visage ridé par l'inquiétude. « L'encerclement doit être parfait », murmura-t-il à son chef d'état-major, le général Friedrich Paulus, qui hochait la tête, les yeux plissés sur les lignes tracées à la mine de plomb. Les ordres d'Hitler étaient clairs. Envelopper les forces soviétiques du sud-ouest, piéger plus de 600 000 hommes dans une poche mortelle et sécuriser les champs de blé qui nourriraient le Reich affamé. Mais ce pivot sud, cette obsession pour les ressources immédiates, avait laissé l'armée de groupe centre vulnérable, ses flancs exposés comme une plaie ouverte au vent d'Est. Imaginez-vous là, dans la poussière âcre qui monte des chenilles des Panzer III, le soleil cognant sur votre casque comme un marteau. Le sergent Hans Müller, l'épaule encore raide sous son bandage, était remonté en ligne avec la 7e division Panzer, rattachée temporairement au sud pour l'opération. Assis dans le Panzer IV, il serrait les poignées du canon KBBK-37 de 65 mm, tandis que le moteur Maybach HL-120 rugissait, avalant les kilomètres vers le Dniepr. Dehors, les motocyclistes sur leur BMW R75 Sidecar filaient en éclaireur, leurs moteurs pétaradant au milieu des champs parsemés de coquelicots. L'air vibrait du bourdonnement des Junkers, Ju-52, qui larguaient des parachutistes de la 1re division Fallschirmjäger pour sécuriser les ponts, mais les tirs anti-aériens soviétiques, ces canons de 37 mm M1939, crachaient déjà des traits de feu, abattant un appareil dans une spirale enflammée. Des cris étouffés montèrent de la carcasse fumante, vite noyée par le fracas des obus. Les forces allemandes convergeaient. Au nord, la 6e armée du général Walter von Reichenau avançait depuis le centre. Ses divisions d'infanterie, des hommes de la 17e et 29e, marchant en colonne serrée, fusils Mauser Kar 98K à l'épaule, harcelés par des snipers ukrainiens embusqués dans les vergers. Au sud, les alliés roumains et hongrois, avec leurs canons de campagne Recita de 75 mm, peinaient à suivre le rythme, leurs uniformes kaki se fondant dans la boue des chemins. Guderian, ce renard des blindés au regard d'acier, pressait ses unités. Vers Lokwitza, fermez la tenaille. Ces chars, une armada de plus de 1000 véhicules,
Mark A4 avec blindage supplémentaire et radio FUG-5 pour la coordination, roulait en formation en coin, écrasant les barricades de fortune dressées par les soviétiques. Mais l'ennemi ne fuyait pas. Sous le maréchal Semyon Timochenko, les divisions du sud-ouest, fortes de T-34 et de KV-1, se repliaient en ordre, tendant des embuscades avec des mines anti-chars TM-38 et des batteries de mortiers de 120 mm qui labouraient le sol en gerbes de terre noire. Le 16 septembre, la NAS se referma près de Kiev. Les premiers rapports affluaient au Führerzug, garé en secret dans les forêts de Pologne. Poche formée, résistance acharnée. Hitler, affalé dans son compartiment boisé, tapa du poing sur la table, un sourire carnassier aux lèvres. Magnifique, cela brisera l'échine de Staline. Il ignorait les télégrammes frénétiques de von Bock, qui depuis son poste à l'armée de groupe centre suppliait pour des renforts. Les divisions détournées, la 3e et 4e Panzer, plus de 500 chars, manquaient cruellement à l'axe Moscou, où les lignes s'étiraient comme un élastique prêt à rompre. Les camions de ravitaillement des Opel Blitz, surchargés de carburant et de munitions pour les obus PZGR-39, s'enlisaient dans les routes défoncées, vulnérables aux raids de partisans. Un convoi de la 9e armée fut anéanti près de Romny. Des explosions illuminèrent la nuit et les flammes léchèrent les jerrycans, transformant les chauffeurs en torches vivantes. Leurs hurlements se perdirent dans le vent, tandis que les survivants rampaient dans les fossés, le visage noirci par la suie. Au front, Müller et sa section plongèrent dans l'enfer de la poche. Le 19 septembre, près de la rivière Soula, une contre-attaque soviétique déferla comme une vague d'acier. Des T-34-76, ces fauves aux chenilles larges et aux canons F-34 de 76, 2 mm, surgirent des bosquets, leurs obus perçant les flancs des panzers allemands comme du papier. « Chargez les sprenggranates !» cria le chef de char de Müller, un vétéran de France nommé Klaus, tandis que l'habitacle se remplissait de la fumée âcre des cartouches. Un KV-2 massif, ce bunker roulant de 52 tonnes, armé d'un obusier de 150 mm, vomit un projectile qui fit exploser un Mark III à 10 mètres, projetant des éclats de métal incandescent. Müller, le cœur au bord des lèvres, visa par l'épiscope et tira. L'obus toucha, mais ricocha sur le blindage incliné. Dehors, l'infanterie soviétique avançait en vague, leur PPSH-41, ses pistolets mitrailleurs compacts, crachant 900 coups par minute, fauchant les servants des mitrailleuses MG-34. Le sol tremblait sous les explosions des grenades à main RGD-33, et l'odeur du sang frais se mêlait à celle de la cordite. Les combats firent rage pendant des jours, un carnage sans merci. Les Sturmartillerie, ces canons d'assaut Stugé 3, avec leurs canons de 75 mm, tentèrent de contenir la brèche, mais les pertes montaient. La 9e Panzerkorps perdit plus de 100 chars en une semaine. Ses mécaniciens réparant frénétiquement sous le feu, les outils glissant sur le métal chauffé. Müller vit son meilleur ami, un jeune grenadier de Hambourg, fauché par une rafale. Il s'effondra dans la boue, les yeux vitreux fixant le ciel plombé. « Avancez, pas de retraite !» hurlait Reichenau par radio, mais ses officiers, comme le colonel Hans von Funk, murmuraient des doutes. Les flancs sud étaient trop étirés, les Roumains cédant sous la pression. À Kiev même, le 19 septembre, les pionniers allemands franchirent le Dniepr sur des ponts de pontons construits à la hâte, mais les défenseurs, des marins de la flotte fluviale armés de fusils Mosin-Nagant et de mitrailleuses Maxim, tinrent bon arrosant les assaillants depuis les ruines du monastère de Pechersk. Hitler, aveuglé par les chiffres gonflés des rapports, 300 000 prisonniers projetés, refusa d'ajuster. « La victoire à Kiev justifiera tout », déclara-t-il à Jodl lors d'une conférence nocturne, ignorant les alertes de l'intelligence. Zhukov massait des réserves près de Vyazma, prêt à contre-attaquer le centre affaibli. Les divisions détournées, c'est 40 000 hommes environ. Infanterie, blindés, logistique, étaient piégés dans un piège qu'ils avaient aidé à refermer sur l'ennemi, mais au prix d'une usure fatale.
Le carburant manquait, les moteurs des panzers toussaient, assoiffés, tandis que les chevaux de trait, réquisitionnés en urgence, hennissaient sous les charges. Des désertions sporadiques gangrenaient les rangs roumains et même chez les Allemands, le murmure de la fatigue montait comme une marée. Le 26 septembre, Kiev tomba enfin, ses dômes dorés noircis par les incendies. Les rues étaient des cimetières, carcasses de BT-7 soviétiques fumantes, corps entassés dans les égouts. Müller, couvert de poussière et de sang séché, fouilla un bunker, trouvant des cartes ennemies marquant des mouvements vers Moscou. Mais la joie était amère. Les pertes s'élevaient à des milliers, et les survivants, épuisés, fixaient l'horizon où les premières feuilles jaunissaient. L'erreur d'Hitler, ce détournement cupide, avait coûté cher. Des unités saignées, des chars irrécupérables, et un front-centre qui s'effritait. Staline, depuis le Kremlin, souriait dans l'ombre, mobilisant ses divisions sibériennes pour riposter. Pourtant, au milieu des décombres, un vent froid venu des steppes porta un avertissement. L'automne avançait, et avec lui, les premières pluies qui transformeraient les routes en bourbiers, piégeant les colonnes victorieuses dans un étau invisible. Les 40 000 âmes engagées dans ce Gambie sud rentreraient-elles indemnes? Le doute, comme une ombre, s'allongeait sur les plaines. Octobre 1941, plaine centrale de Russie, près de Vyazma. Les pluies d'automne s'abattirent comme un verdict divin sur les routes transformées en bourbiers gluants. Le sergent Hans Müller, les bottes enfoncées dans la vase jusqu'aux chevilles, tirait sur les rênes d'un cheval réquisitionné qui tirait un canon PAC 38 de 50 mm, ses roues patinant dans la boue épaisse. L'air était saturé d'une humidité poisseuse, mêlée à l'odeur de terre remuée et de métal rouillé. Autour de lui, les colonnes de l'armée de groupe centre, enfin libérées du théâtre sud après la victoire à Kiev, reprenaient leur marche vers l'est, mais l'élan triomphant d'été s'était mué en une progression laborieuse, comme un géant fatigué traînant des chaînes. Les camions Opel Blitz s'enlisaient par dizaines, leurs essieux gémissant sous le poids des munitions et du carburant qui manquait déjà cruellement. Des hommes, des fantassins de la 4e armée en uniforme felgros trempé, poussaient les véhicules à la main, leurs jurons se perdant dans le crachin incessant. Imaginez-vous là, le dos courbé, sous la pluie qui fouette votre visage, sentant l'eau s'infiltrer dans votre col et coller le tissu froid à votre peau. Hitler, depuis son quartier général à Rastenburg, avait enfin ordonné l'opération Typhoon le 2 octobre. Une offensive massive sur Moscou, avec plus de 1000 chars, les survivants des Panzer III et IV, leurs chenilles élargies pour la boue, mais usées par les kilomètres, et 700 000 hommes regroupés sous Fedor von Bock. Maintenant ou jamais, avait-il déclaré lors d'une conférence fiévreuse, balayant les objections de ses généraux. Le détournement vers Kiev avait coûté des semaines précieuses. Les divisions saignées au sud, la 2e, 3e et 4e Panzer, plus de 40 000 soldats au total, entre tués, blessés et épuisés, revenaient affaiblis, leurs équipages hagards, les moteurs des Maybach, tout sautant faute de pièces de rechange. Guderian, promu à la tête du 2e groupe blindé, fulminait dans son PC mobile. Nous aurions pu être à Moscou en septembre si le Führer n'avait pas chassé les mirages ukrainiens. Mais les ordres étaient clairs. Une frappée fort, encercler les lignes soviétiques près de Vyazma et Briansk et percer jusqu'à la capitale rouge. Au front, les premiers assauts éclatèrent le 2 octobre près de Vyazma. Les Stukaju 87 de la Luftwaffe, leurs sirènes hurlantes déchirant les nuages bas, piquaient sur les positions ennemies, larguant des bombes SC-500 qui soulevaient des geysers de terre noire. Müller, réaffecté à une unité anti-char après la perte de son panzer endommagé à Kiev, rampait dans un fossé avec sa section, le fusil Kar 98K prêt, l'oreille tendue vers le grondement des T-34 qui approchaient. Les rapports d'intelligence de l'Abwehr, filtrés par des agents doubles en URSS, avaient sous-estimé la mobilisation stalinienne. Zhukov, depuis le Kremlin, avait massé plus d'1 million d'hommes,
Des divisions sibériennes fraîches, équipées de manteaux fourrés et de mitrailleuses, Degtyarev DP-28, prêtes à défendre chaque mètre. Les Allemands lancèrent l'offensive avec la 4e Panzer de Guderian au sud et la 3e Panzer du général Georg Hans Reinhardt au nord, leurs chars formant des pinces pour piéger les armées soviétiques du général Ivan Konev et du maréchal Semyon Timochenko. Les combats furent un cauchemar de boue et de feu. Près de Yukhnov, le 7 octobre, une brèche s'ouvrit. Les Panzer IV, leurs canons de 75 000 KWK-40, tirant des obus Panzergranate 40 à haute vélocité, percèrent les lignes, isolant des centaines de milliers de soviétiques dans 2 poches immenses, Vyazma et Briansk. Müller vit les prisonniers affluer. Des colonnes interminables d'hommes en uniforme kaki déchirés, les mains sur la tête, traînés vers l'arrière par des gardes de la Feldgendarmerie. Plus de 300 000 capturés en une semaine, des canons IS-3 de 76 mm abandonnés par milliers, et des villages en flammes où les Sturmpionieren déminaient les pièges avec des chiens loups et des détecteurs de mines. Mais la victoire avait un prix sanglant. Les contre-attaques soviétiques, soutenues par des vagues d'îles de Sturmovik, ces bêtes d'acier aux canons de 23 mm crachant la mort sur les colonnes blindées, harcelèrent les flancs. Un convoi de la 17e Panzer-Division fut surpris près de Mojaïsk. Des katyushas multiples, ces orgues de Staline hurlant leurs salves de roquettes RS-132, dévastèrent les rangs, projetant des hommes en l'air comme des poupées de chiffon. Müller, plaqué au sol, sentit la terre trembler, l'odeur de chair brûlée lui montant au nez, tandis que ses camarades hurlaient, leurs membres sectionnés par les éclats. Dans le sud, à Briansk, la 2e armée de groupes blindés de Guderian avança à un rythme infernal. Mais la boue, cette Rasputitsa automnale, transforma les plaines en un océan de glaise. Les motos BMW R75 s'embourbèrent, leurs sidecars remplis de radios fugés 12 inutiles sous la pluie. Les chevaux, des bêtes de trait polonaises réquisitionnées, s'effondraient d'épuisement, leurs flancs fumant. Les lignes de ravitaillement, déjà étirées sur plus de 1000 km depuis la frontière, craquaient. Les trains de la Deutsche Reichsbahn, sabotés par des partisans, déraillaient régulièrement. Et les jerrycans de carburant Jerrycan Wehrmacht étaient pillés ou perdus dans les fossés. Bock, depuis son quartier général à Roslavl, suppliait Berlin. Renforts urgents, les hommes grelottent, les chars immobilisés. Mais Hitler, obsédé par la rapidité, refusait les pauses. « Pas d'hiver, Moscou avant la neige », répétait-il à Halder, son chef d'état-major, lors de nuits blanches dans le bunker de Wolfschanze, où les cartes s'empilaient comme des sentences. Au cœur de la poche de Vyazma, du 10 au 13 octobre, l'enfer se déchaîna. Des divisions soviétiques entières, encerclées sans eau ni munitions, se battirent jusqu'au dernier. Les officiers allemands, comme le colonel général Heinz Guderian en personne, observaient depuis une colline boueuse, binoculaires aux yeux, tandis que les MG-34 arrosaient les fuyards. Müller participa à l'assaut final. Rampant sous le feu croisé, il lança une grenade à manche Stillandgranate dans un bunker, l'explosion étouffée faisant jaillir des flammes. Mais les pertes montaient en flèche. La 3e Panzer perdit plus de 200 chars, ses mécaniciens réparant sous les obus de mortier PM41 de 120 mm qui pleuvaient comme une grêle mortelle. Des milliers de blessés encombraient les postes de secours, où les médecins de la Sanitätskompanie amputaient à la chaîne sous les terres, l'odeur de gangrène se mêlant à celle de la boue. Les 40 000 du Sud, ces rescapés de Kiev épuisés, formaient l'épine dorsale de Typhoon. Mais leur fatigue se payait cher, maladie, désertion et un moral qui s'effritait comme la terre sous les chenilles. Le 15 octobre, Briansk tomba et les Allemands se rapprochèrent de Moscou à 200 km. Hitler exulta, télégraphiant à Goebbels des communiqués triomphants pour la propagande du Reich. Mais les signes étaient là. Les premières gelées craquelaient le sol, et des éclaireurs rapportèrent des renforts soviétiques. La 16e armée de Zhukov
avec des T-34 améliorés et des divisions de cavalerie cosaque massées sur la route de la Volga. Les villages conquis étaient des squelettes gelés, les paysans russes fuyant vers l'est, empoisonnant les puits et incendiant les récoltes. Müller, assis près d'un feu de camp improvisé, serrait une lettre froissée de sa femme, les doigts engourdis par le froid naissant. « On y est presque », murmura-t-il à un camarade, mais ses yeux trahissaient le doute. Les moteurs des panzers gelèrent cette nuit-là, et les hommes, sans manteau d'hiver adéquat, les vestes en laine promise n'arrivaient pas, tremblaient dans leurs tentes de toile. Tandis que les avant-gardes atteignaient les faubourgs de Mojaïsk le 18 octobre, un vent glacial venu de la Sibérie balaya les plaines, portant les échos d'une contre-offensive imminente. L'erreur d'Hitler, ce pari sur Kiev qui avait saigné le centre, se muait en un fardeau mortel. 40 000 âmes déjà marquées par la boue et le sang, marchant vers un hiver qui ne pardonnerait rien. Les cloches de Moscou sonnaient au loin. Un appel sinistre à la résistance. Novembre 1941, faubourg de Moscou, sous un ciel de plomb. Le froid s'était abattu comme une lame, mordant la chair à travers les uniformes trempés et les bottes craquelées. Près de Klin, le 15 novembre, le sergent Hans Müller rampait dans une tranchée improvisée, ses doigts engourdis, serrant le fût glacé de son Mauser Car 98K, tandis que la neige fondue s'infiltrait par les cols relevés. L'air était un poison blanc, chargé de flocons qui collaient aux cils et transformaient les moustaches en glaçons. Autour de lui, les hommes de la 7e division Panzer, ces rescapés hâves de Kiev et de la boue automnale, toussaient dans le silence oppressant, leurs haleines formant des nuages éphémères. Les Panzer IV, garés en ligne sombre derrière les talus, gémissaient sous le gel. Leurs moteurs Maybach HL 120 refusaient de démarrer sans heures de chauffe au feu de camp, et les chenilles, encrassées de terre gelée, patinaient sur le sol durci. Un vent sibérien hurlait à travers les pins squelettiques, portant l'écho distant des canons. Ces obus de 105 mm et des batteries soviétiques qui labouraient les positions comme des semeurs de mort. Imaginez-vous là, le corps secoué de frissons, sentant le froid ramper dans vos os comme un ennemi invisible, plus impitoyable que n'importe quel T-34. L'opération Typhoon, lancée avec tant d'ardeur en octobre, s'essoufflait dans ce manteau hivernal prématuré. Fedor von Bock, depuis son quartier général gelé à Mtsensk, fixait ses cartes d'un œil las, les lignes bleues des positions allemandes s'arrêtant à 60 km de la capitale rouge. Les divisions du Sud, ces 40 000 âmes saignées à Kiev, infanterie de la 17e armée, blindés de la 3e et 4e Panzer, logisticiens épuisés, formèrent le fer de lance, mais leur usure était palpable. Guderian, le visage creusé par l'insomnie, avait supplié Hitler par télégramme « Les troupes sont au bord de l'effondrement, renfort ou retraite ». Mais le Führer, cloîtré dans le Wolfschanz sous des couches de béton, balayait les doutes d'un revers de main. Moscou est à portée, pas de recul. Aboyait-il à Halder lors de conférences nocturnes où la radio crachotait des rapports tronqués, noyés dans le bruit de la tempête. Au front, les assauts se muaient en boucheries gelées. Près de Volokolamsk, le 20 novembre, la 3e Panzerkorps du général Georg Hans Reinhardt tenta une percée finale. Les chars, leurs canons KWK 40 de 75 mm pointés vers les barricades moscovites, avançaient en grondant, soutenus par des vagues d'infanterie en manteau civil volés aux villages conquis. Müller, réaffecté à une section d'assaut après la mise hors service de son véhicule, chargeait aux côtés de pionniers armés de Flammenwerfer 41. Ces lance-flammes dont le carburant gélifiait dans les tuyaux. L'odeur âcre du napalm se mêlait à celle de la neige carbonisée lorsque les Sturmpionieren crachèrent le feu sur un bunker ennemi, enfoui sous des mètres de terre gelée. Mais les Soviétiques, galvanisés par Djoukov, ripostaient avec une férocité surnaturelle.
Des divisions sibériennes, la 316e division de Panfilov, c'est dur à la peau tannée par les taïgas, équipées de manteaux fourrés et de fusils SVT-40 semi-automatiques, tenaient les lignes, leurs mitrailleuses Maxim refroidies à l'eau gelant en glaçons sur les canons. Les combats éclatèrent en un chaos blanc. Un T-34-76 surgit d'un bois enneigé. Son canon F-34 de 76 mm tenant un obus qui fit exploser un Stug 3 à proximité, projetant des flammes bleues dans la tourmente. Müller plongea dans un cratère, le cœur cognant, tandis que les éclats sifflaient comme des serpents. « Couvrez-moi » hurla-t-il à son camarade, un jeune de Bavière nommé Fritz, qui chargea un Panzerfaust, ces lance-roquettes anti-chars primitifs, fruits d'une improvisation désespérée. L'arme cracha son feu, perçant le flanc du char soviétique dans une explosion sourde. Des flammes jaillirent, et l'équipage, des ombres noircies, rampa hors de l'épave, abattu par des rafales de MP-40. Mais la victoire était pyrrhique. Pour chaque T-34 détruit, les Allemands perdaient 2 hommes au froid ou aux contre-attaques. Les îles de Sturmovik, ces vautours d'acier blindés au canon NS-37 de 37 mm, piquaient à travers la tempête, mitraillant les colonnes avec une précision mortelle. Un escadron de la Luftwaffe, des Messerschmitt Bf 109E gelés au sol par manque de glycol, ne put décoller. Leurs pilotes, emmitouflés dans des fourrures, maudissaient l'immobilisation. Les lignes de ravitaillement, déjà fragiles en automne, s'effondraient sous le poids de l'hiver. Les camions Opel Blitz, dépourvus de chaînes antidérapantes, dérapaient dans les ornières gelées, leurs phares perçant à peine la nuit blanche. Les chevaux, squelettiques et gelés, s'effondraient par centaines, leurs carcasses raidies servant de repères macabres. Les 40 000 du Sud, ces unités détournées par l'erreur fatale d'Hitler, la quête cupide de Kiev, payaient le prix fort. Maladies pulmonaires ravageaient les rangs, la dysenterie gelée, tuant plus vite que les balles. Un convoi de la 4e armée, chargé de rations et de munitions pour les obus PZGR 39, fut surpris par une embuscade de partisans près de Istra. Des skis armés de cocktails Molotov glissèrent dans l'ombre, incendiant les véhicules dans un brasier qui illumina la neige d'un rouge infernal. Les hurlements des blessés, piégés dans les flammes, se perdirent dans le vent, tandis que Müller, alerté par radio, mena une patrouille punitive, mais trouva seulement des cendres et des traces de sang figées. Hitler, sourd aux cris du front, ajusta ses ordres dans une frénésie. Le 27 novembre, il releva von Bock de son commandement, nommant le maréchal Günther von Kluge à la tête de l'armée de groupe centre, un homme pragmatique, mais déjà usé par les illusions du Führer. Poussés, les bolcheviks craquent, télégraphia-t-il, ignorant les rapports de l'Abwehr. Staline avait mobilisé des réserves massives, des divisions comme la première armée de choc de Vassilevski, équipées de skis et de canons anti-chars ZS-3, prêtes à contre-attaquer. À Berlin, Goebbels forgeait des mensonges pour la radio, victoire imminente à Moscou. Mais au front, la réalité mordait. Les hommes comme Müller, les lèvres gercées et les orteils noircis par le gel, creusaient des abris dans la neige, leurs pelles claquant contre le permafrost. Une lettre de sa femme, arrivée par un courrier miraculeux, lui serra le cœur. « Reviens, Hans. L'hiver est rude ici aussi. » Il la relut à la lueur d'une bougie, les larmes gelant sur ses joues. Les 5 décembre, les avant-gardes allemandes, la 2e Panzer de Guderian, épuisées, avec à peine 200 chars opérationnels, atteignirent les faubourgs ouest de Moscou, à 20 km du centre. Des éclaireurs de la 250e division d'infanterie, des fantômes en blanc improvisés, signalèrent les dômes du Kremlin à travers la brume. Mais le froid, ce titan russe, avait gagné. Les moteurs gelèrent, les armes s'enrayèrent, les culasses des MG-34 se grippaient sous la glace, et les hommes, sans les manteaux d'hiver promis, mouraient d'hypothermie par centaines. Les 40 000 saignés au sud formaient une armée d'ombre, perte cumulée de 10 000 rien qu'en novembre, entre gelures, obus et embuscades.
Zhukov, depuis son poste de commandement souterrain, lança la première contre-offensive le 6 décembre. Des vagues de T-34 frais, soutenues par des katyushas hurlantes, déferlèrent sur les flancs étirés. Müller, dans la tourmente, vit la marée rouge s'élever. Un obus soviétique frappa près de lui, projetant Fritz en l'air. Le corps retomba inerte dans la neige tachée de rouge. Le repli commença, chaotique, les colonnes se repliant sous un déluge de feu. L'erreur d'Hitler, ce pivot fatal vers l'Ukraine, avait condamné ses âmes à l'abîme. 40 000, piégés dans un hiver impitoyable, où chaque pas vers l'ouest était une retraite amère, semée de croix blanches et de rêves brisés. Et tandis que les cloches de Moscou sonnaient la victoire soviétique, un hurlement de loup perça la nuit, annonçant des pertes bien plus lourdes encore à venir. Décembre 1941, route gelée à l'est de Moscou, dans la tourmente blanche. La nuit du 6 décembre s'abattit comme un linceul sur les plaines gelées, le vent sibérien fouettant les visages noircis par le givre, portant l'odeur âcre de la poudre et de la chair gelée. Le sergent Hans Müller, accroupi dans un fossé comblé de neige tassée, serrait son Kar 98K contre sa poitrine, les doigts gourds, refusant d'obéir aux ordres de son cerveau engourdi. Autour de lui, les survivants de la 7e division Panzer, ces ombres hâves, les yeux caves sous les casques Stahlhelm givrés, rampaient dans le blanc infini, leurs bottes craquant sur le sol durci comme du verre. Le grondement distant des T-34 soviétiques, leur moteur diesel V2 rugissant à travers la tempête, se mêlait aux hurlements des blessés abandonnés, un cœur sinistre qui glaçait le sang plus que le froid. Explosions sporadiques, les obus de 122 mm des canons M30 labouraient la terre gelée, projetant des gerbes de glace et d'éclats qui sifflaient comme des lames. Imaginez-vous là, le souffle court formant des volutes blanches, sentant le froid s'insinuer dans vos poumons comme un poison lent, chaque inspiration une brûlure vive. L'opération Typhoon, ce dernier pari d'Hitler pour arracher Moscou avant l'hiver, s'effondrait sous les assauts de Zhukov. Les divisions du centre, affaiblies par le détournement sud, ses 40 000 soldats saignés à Kiev, infanterie usée de la 17e armée, équipage des 3e et 4e Panzer aux chars à peine opérationnels, formaient une ligne brisée, exposée aux vagues sibériennes. Guderian, depuis son PC improvisé dans une isba en ruine près de Toula, avait ordonné le repli le 5 décembre. Sauver ce qui reste. Ces blindés, réduits à une centaine de panzercars aux chenilles gelées et aux canons KVK-40 encrassés, couvrirent la retraite, tirant des obus Panzergranate 40 dans la nuit blanche pour freiner les poursuivants. Mais les T-34, frais et mobiles sur leurs chenilles larges, fonçaient en meute, leurs canons F-34 de 70 16 mm perçant les flancs allemands comme du beurre. Au quartier général de l'OKH, à Orscha, le maréchal Günther von Kluge, successeur de von Bock, fixait la carte illuminée par une lampe à huile vacillante, son visage ridé par l'épuisement. « Les flancs s'effritent », murmura-t-il à son aide de camp, tandis que la radio crachotait des appels désespérés. « Position Klein submergée, renforts immédiats ». Hitler, dans le Wolfschanz, refusait d'admettre la défaite. « Tenez, pas un pas en arrière !» aboyait-il par télégramme à Halder, ignorant les rapports de l'Abwehr. Plus d'1 million de soviétiques en contre-offensive, des divisions comme la première armée de choc de Dmitri Pavlovski, équipée de skis et de mitrailleuses d'Ektiarev DP-28, harcelant les colonnes en repli. L'erreur fatale, ce pivot cupide vers Kiev en août, pour des champs de blé et du pétrole fantasmé, avait laissé le centre vulnérable, ses 40 000 âmes détournées payant le tribut. Leurs unités, déjà décimées par les boues automnales et les combats ukrainiens, formaient l'arrière-garde, sacrifiée pour couvrir la fuite générale. Sur la route de Istra, le 8 décembre, Müller et sa section furent pris dans l'étau. Une salve de katyushas, ces orgues multiples BM-13 crachant leurs roquettes RS-132 en un feu d'artifice infernal, illumina la nuit, transformant un convoi de camions Opel Blitz en brasier gelé.
Les flammes bleues léchèrent les jerrycans de carburant et les hurlements des chauffeurs piégés se perdirent dans le blizzard. Müller plongea derrière un épave de Stug 3, le métal froid mordant sa peau à travers les gants troués. « Couvrez les blessés !» cria-t-il, rampant vers un camarade dont la jambe était sectionnée net, le sang gelant en une croûte rouge-noire sur la neige. Les MP-40 claquaient en rafales courtes, abattant des fantassins soviétiques en manteaux blancs camouflés, mais pour chaque corps qui tombait, deux autres surgissaient des bosquets enneigés, baïonnettes au canon de leurs Mosin Nagant. Un Il-2 Sturmovik, silhouette sombre contre le ciel laiteux, piqua bas, ses canons NS-37 de 37 mm ratissant la route. Des éclats perforèrent le blindage d'un Halftrax KFZ 251, projetant des hommes en l'air comme des feuilles mortes. La retraite devint un cauchemar éveillé. Les chevaux de trait, squelettiques et givrés, s'effondraient par centaines, leurs carcasses raidies obstruant les chemins étroits. Les canons PAK-38 de 50 mm, traînés à la main par des servants épuisés, s'enlisaient dans les congères, abandonnés aux flammes pour ne pas alourdir la fuite. Müller, portant un blessé sur son dos, un jeune de la 4e Panzer, rescapé de Kiev, les lèvres bleues murmurant des prières, trébuchait dans la neige jusqu'aux genoux, le poids écrasant ses épaules déjà meurtries. L'odeur de la peur se mêlait à celle du gel. Sueur rance, cordite gelée, et la puanteur des latrines improvisées où les hommes atteints de dysenterie se vidaient dans la neige. Les 40 000 du Sud, ces unités détournées par l'ambition d'Hitler, infanterie de von Reichenau, blindés de Guderian, logisticiens sans munitions, incarnaient le prix, perte cumulée de 15 000 en décembre seul, entre hypothermie, obus et embuscades. Des villages comme Rjev devinrent des boucheries, les Sturmpionieren, armés de lance-flammes Flammenwerfer 41 dont le carburant gélifiait, luttaient maison par maison contre des défenseurs fanatisés, mais le froid tuait plus vite que les balles. À Berlin, dans les couloirs enfumés du Reichstag, Joseph Goebbels dictait des communiqués mensongers pour la radio. L'hiver russe stoppe l'avance bolchevique, mais au front, la vérité mordait. Le 16 décembre, près de Klin, la 3e Panzerkorps perdit sa dernière position avancée. Guderian, furieux, fut relevé de son commandement par Hitler, qui le remplaça par un fidèle comme Richard Ruoff. Les colonnes en repli, harcelées par des raids de cavalerie cosaque, ces sabreurs en fourrure sur des chevaux robustes, armés de sabres et de PPSH 41, laissaient des traînées de croix blanches improvisées, des pieux enfoncés dans la neige marqués de sang. Müller, séparé de sa section lors d'une contre-attaque le 20 décembre, erra seul pendant des heures, le fusil traînant dans la poudreuse, jusqu'à rejoindre un groupe de la 258e division d'infanterie. Ils partagèrent un feu minuscule, alimenté de planches arrachées à une isba et un rata gelé, du pain dur et de la saucisse avariée. On aurait dû frapper droit sur Moscou en été, grogna un vétéran de Kiev, les yeux fixés sur les flammes dansantes. Müller hocha la tête, pensant à sa ferme bavaroise, aux flocons doux tombant sur les toits, si loin de cet enfer blanc. Janvier 1942 s'ouvrit sur un front stabilisé à 100 km de Moscou, mais à quel prix? Les contre-offensives soviétiques, menées par Zhukov et Timochenko, reprirent des dizaines de villages, encerclant des poches allemandes où des milliers périrent de faim et de froid. Les 40 000 saignés par l'erreur d'Hitler, ce Gambi ukrainien qui avait promis la richesse mais livré la ruine, formaient l'épine dorsale des pertes. 20 000 tués ou disparus, 10 000 gelés vifs, le reste marqué à vie par les fantômes de la boue et de la neige. Hitler, dans une rage paranoïaque, purgea ses généraux, accusant traîtrise et faiblesse, mais la faille était en lui. Sous-estimer l'hiver russe, diviser ses forces pour des gains illusoires, ignorer les murmures des stratèges, comme Manstein, qui, depuis le front sud, plaidait pour une consolidation. Staline, depuis le Kremlin réchauffé, leva son verre aux rescapés sibériens, tandis que les cloches sonnaient une victoire précaire. Au cœur de ce chaos gelé,
Müller, promu caporal pour sa bravoure à Istra, fixait l'horizon oriental où le soleil peinait à percer les nuages. Le vent porta un hurlement lointain. Loup ou canon, impossible à dire, un rappel que l'abîme n'était pas comblé. L'erreur fatale d'Hitler avait coûté ses 40 000 âmes au Reich, un saignement qui affaiblirait la machine de guerre pour les années à venir, semant les graines d'une défaite inéluctable dans les steppes infinies. Et tandis que la neige recouvrait les tombes anonymes, un silence pesant s'installa, brisé seulement par le craquement du gel, attendant le prochain assaut du destin.